J'ai commencé à travailler sur la ferme là, à 5 ans. J'ai toujours baigné dedans, puis j'ai pogné la piqûre vraiment jeune là, sur la génétique animale, puis travailler à la ferme. Fait que ça n'a jamais été une question pour moi. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce que j'allais faire dans la vie plus tard. Là, ça a tout le temps été je vais travailler sur la ferme. Dans le fond, pour parler un peu du lait diafiltré, là, on est là-dedans depuis, je te dirais, l'automne 2015, là, quand il y a eu l'entente du partenariat transpacifique, ça a commencé un petit peu avant ça, qu'on a eu un prix du lait durant l'année 2015 à 2016 là, qui a baissé beaucoup. Le 2 juin 2016, les producteurs de lait du Québec sont partis manifester à Ottawa contre l'industrie du lait diafiltré importé des États-Unis. Un enjeu important pour nos agriculteurs qui voient leurs revenus diminuer de façon considérable à chaque année. On sait que la principale composition du lait, c'est du gras et de la protéine. Ayant plus de gras requis dans le marché actuellement, la protéine, une fois que le gras est enlevé, bon, on appelle toujours ça le petit lait, là, mais dans le petit lait, dans le lait écrémé, il y a beaucoup de protéines. Cette protéine-là est concentrée. Ce qu'on peut faire au Canada, c'est ultra filtré, c'est-à-dire que c'est filtré à peu près 4 fois. Mais les Américains, pour pouvoir nous exporter leurs protéines, ils l'ont encore concentré davantage pour un équivalent de 85 % de protéines. On appelle ça le lait diafiltré, c'est filtré une 5e fois. C'est un moyen de contournement qu'ils ont trouvé parce que l'importation de protéines à 85 % là, notre gouvernement a consenti ça dans les années 2000 à peu près, là, dans ses échanges commerciaux avec, pas seulement les États-Unis, mais avec l'Europe, avec les pays exportateurs, là. Notre gouvernement canadien avait consenti ces importations-là à 85 %. Puis, bon, ça nous venait principalement de l'Europe. Puis, dans les années à peu près 2010, 2011, 2012, là, bon, les Américains ont découvert cette stratégie-là de faire de la diafiltration là, pour équivaloir à la douane un concentré protéique à l'équivalent de 85 %, sauf qu'il est liquide. Mais si, bon, la frontière dit si on le séchait, il y aurait 85 %, donc il est libre de passage sans tarif. Puis, rendu ce côté-ci, en fait, là, nos transformateurs ils disent que c'est du lait. Puis, c'est un lait diafiltré, c'est du lait, donc on peut l'utiliser en dépassant la norme des fromages. Parce que en 2008, les producteurs voyaient, bon, en 2006, là, premièrement, les producteurs canadiens voyaient que nos transformateurs utilisaient trop de ces concentrés-là. Fait que le gouvernement a statué des normes dans les fromages. Puis, ça, c'était en 2008. Bon. Puis, c'est là qu'est arrivé le lait diafiltré. Les Américains, eux autres, ils disaient ça peut être du lait. Fait que nos transformateurs l'utilisent et dépassent les normes qui ont été fixées par le gouvernement. Là, c'est ce qu'on demande au gouvernement. Reconnaissez que c'est soit un ingrédient laitier ou du lait diafiltré. Si c'est du lait diafiltré, il ne peut pas être utilisé outre leurs normes qui ont établies dans les fromages. Ça fait qu'à ce moment-là, là, ben c'est ça. Notre produit, il y a 2 identités. Une identité pour passer à la douane, libre de tarifs, puis l'autre identité, c'est du lait. Puis nous, on dit c'est pas du lait. Mais considérez-le comme un ou comme l'autre, mais dans les 2 cas, là, actuellement, on est perdant. Le produit laitier, il n'y a pas de frais de douane quand il passe aux frontières. Fait que les producteurs des États-Unis, ils en profitent, ils envoient ça au Québec ou au Canada. Puis après ça, ben quand ça passe à l'inspection des aliments, à l'Agence des inspections des aliments, mais là, c'est plus considéré comme un concentré protéique, c'est considéré comme du lait. Puis une fois que c'est considéré comme du lait, c'est là que les transformateurs du Canada peuvent le mélanger au lait canadien. Puis ils n'ont pas besoin de dire
qu'il y a eu un mélange de lait parce que c'est mélangé au lait canadien, puis c'est comme si les consommateurs ils consommaient des produits que canadiens. C'est pas écrit nulle part qu'il y a eu un mélange de produits américains là-dedans. Ce qui fait que ce concentré protéique-là qui devient du lait, ça fait en sorte qu'il y a des pertes d'à peu près 220 millions de dollars par année au Canada chez nos producteurs à nous. Puis la solution des producteurs, c'est de dire, écoutez, au Canada, on a nos propres règles, nos propres normes de constitution de fromage, nos normes fromagères, puis il faudrait juste que le fédéral l'applique. Il faudrait aussi que les deux ministères de la sécurité publique aux frontières puis le ministère de l'Agriculture, ils se parlent entre eux puis ils décident c'est quoi? C'est-tu un concentré protéique ou c'est du lait? T'sais, vous êtes dans un même gouvernement, c'est le même produit, puis dans deux ministères différents, c'est considéré comme deux produits différents alors qu'il n'a pas changé en cours de route. Donc, c'est vraiment de protéger nos produits locaux à nous, nos producteurs, puis de reconnaître que c'est un problème. Présentement, en fait, en campagne électorale, ça a été un gros enjeu parce que depuis, en fait, 2 ans que c'est un problème qui a été soulevé par les producteurs laitiers, puis même les transformateurs qui trouvent que c'est un problème aussi. Puis les libéraux en campagne électorale, ils ont dit que en 90 jours, ils se saisiraient de ce dossier-là, qui mettrait autour d'une même table tous les acteurs importants pour une discussion, puis qu'une solution en ressortirait après 6 mois. Ça fait 1 an, là, presque, là, ça fait 1 an là, que les libéraux sont au pouvoir, puis on est toujours au statu quo, il n'y a rien. Le ministre McCauley, il parle d'aucun délai, il ne veut pas mettre sur la table une date, il n'arrête pas de dire qu'il est en consultation, que tout va bien. Mais on n'arrête pas d'avoir des revendications des producteurs. Il y a des manifestations. Les producteurs sont vraiment mécontents. Puis ils continuent à perdre de l'argent. Il y en a même qui disent, à ce compte-là, parce qu'on perd des sous avec le lait diafiltré, parce qu'on perd aussi des sous avec les traités de libre-échange avec l'Union européenne, avec les pays de l'Asie dans le PTP, là, à un moment donné, là, est-ce qu'on va arrêter d'être la monnaie d'échange de tous les échanges commerciaux? Là, on est encore la monnaie d'échange avec le bois d'œuvre, avec les États-Unis. Donc, est-ce que ça va être plus pratique pour nous juste de changer de métier puis de laisser tomber la production laitière? Ou, à un moment donné, le fédéral va mettre ses culottes puis il va mettre en application sa propre règle de composition fromagère puis d'arrêter l'entrée des produits laitiers, des concentrés protéiques des États-Unis, qui n'ont pas nécessairement les mêmes normes de production que les normes de production canadiennes en plus, puis qui fait de la compétition déloyale à nos producteurs à nous. C'est sûr que c'est un problème de tarification, c'est un problème d'utilisation parce qu'il est utilisé outre les normes que le gouvernement a fixées. Mais je suis certain que je vous donnerais un verre de lait diafiltré, vous n'en boiriez pas parce que, il n'y a pas de gras, puis c'est juste de la protéine, puis ça serait probablement plus visqueux. Sauf que dans l'utilisation, c'est un très bon produit. On a de la protéine dans notre lait, puis c'est de la protéine laitière. Tu sais, ça... Moi, sur la question de goût dans le produit fini, comme de salubrité, ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est certain que c'est tout fait conforme, puis c'est bon. C'est bon à la consommation, c'est bon au goût. Mais comme produit de base, vous ne boiriez pas un verre de lait diafiltré, là. Ce que moi, j'en comprends, mais il faudrait peut-être parler un peu plus aux producteurs en particulier, là. C'est qu'effectivement, les concentrés protéiques, comme ils sont pas considérés comme du lait aux douanes, eux autres, c'est leur faille qu'ils ont trouvé pour passer ici. Puis aussi parce que les normes sont pas appliquées,
au niveau de l'Agence d'inspection des aliments, puis au niveau de la composition fromagère, comme c'est pas appliqué, ben eux autres, ils ont le beau jeu de passer, là. T'sais, tant qu'il y a personne qui va les empêcher de passer aux frontières, puis qu'ils vont pouvoir continuer à vendre leur lait, ils vont le faire. Pourquoi ils le feraient pas? En fait, quand nos transformateurs l'utilisent, nous, on reste avec notre protéine là, qu'on a en surplus là, au Canada. On reste pris avec la nôtre. Fait que ce qu'on fait avec nos transformateurs, ils la sèchent, puis ils l'envoient entreposer à la Commission canadienne du lait. Puis là, on a des surplus énormes. On peut en exporter une certaine partie. Dans nos ententes commerciales, il y en a une partie qui est consentie, mais l'autre partie, elle passe en poudre animale. Puis là, ça vaut moins que rien. Pour nous, là, c'est vraiment, là, c'est vraiment détériorer notre marché. Ça fait qu'en fait, c'est comme si notre produit là, qui s'en va en poudre animale, mais nous venait des Américains, déguisé en lait diafiltré, puis sans tarif. Fait que c'est là qu'on est perdant. Fait que ce qu'on demande au gouvernement, là, c'est que ces agences reconnaissent que c'est soit de la protéine ou soit du lait. Puis ça, là, c'est deux agences différentes. L'Agence d'inspection des aliments, puis le contrôle des frontières. L'Agence des douanes, là, les deux ne s'entendent pas. Puis nous, on dit, former un comité là, de tous les ministères concernés. Entendez-vous sur la question, puis réglez-la la question. C'est parce qu'il y a une concession des produits fromagers qui a été faite, qu'on va accepter plus de produits fromagers de l'Union européenne, par exemple, puis des produits des pays d'Asie dans le PTP. Puis en fait, c'est aussi la gestion de l'offre. On ne sait pas trop si les libéraux vont protéger la gestion de l'offre qui affecte pas juste les produits laitiers, là, c'est la volaille. Aussi, les poules, il y a 5 produits, là, les œufs, la volaille, le lait, puis je me souviens plus des deux autres. Mais c'est ça qui est en jeu là-dedans, puis ça affecte encore les producteurs laitiers, mais tous les producteurs qui sont dans la gestion de l'offre. Puis on n'a pas de réponse claire. Les libéraux, ils disent oui, on veut protéger la gestion de l'offre, mais comment? On ne dit pas. Ils disent pas non plus quelles compensations vont être attribuées aux producteurs laitiers ou aux producteurs de volailles, aux producteurs d'œufs. Ce qui fait que les producteurs de chez nous, ils se sentent vraiment, vraiment en danger. C'est une situation précaire. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance de la part du fédéral. Puis il n'y en avait pas des conservateurs, puis là, ils n'en ont pas non plus des libéraux. Les libéraux font juste dire oui, on va le protéger, mais ils ne disent pas dans quelle direction ils vont aller, puis ils ne disent pas quels sont les types de compensations qu'ils vont mettre de l'avant. Bon, ça, quand on a, en période électorale, on en a profité pour faire commettre tous les partis. Puis tous les partis se sont commis, le Parti libéral y compris. Ils s'attendaient peut-être pas de prendre le pouvoir, puis nous autres non plus, mais on n'a pas pris de chance. On a couvert tous les partis politiques. Puis, eux autres, ils avaient dit, dans les 100 jours après l'élection, on règle la situation. Puis, on a quand même un producteur laitier qui a été élu au Québec, là, comme au gouvernement fédéral, comme libéral, qui est au pouvoir, qui a été nommé secrétaire d'État à l'agriculture du ministre de l'Agriculture. C'est pas n'importe quoi, mais il y a de l'ouvrage à faire, le monsieur. Là. Là, il y a une grosse côte à remonter pour faire accepter à tout le gouvernement libéral là, de régler cette situation-là. Puis dans les 100 jours, au 1er février, au bout de 100 jours, ça faisait un peu plus que 100 jours, mais le ministre de l'Agriculture est venu nous dire que c'est inconcevable que le lait diafiltré soit considéré comme du lait. Là. Nous, on n'entend pas laisser continuer ça. Et là, il y a un autre 100 jours de passé, puis le gouvernement, ce qu'ils nous répondent tout le temps quand on fait des moyens de pression, c'est qu'ils nous disent on veut pas une entente sur le coin de la table, là, on veut que ça soit là, quelque chose qui soit pour l'avenir, là, pour longtemps, puis on veut être certain de notre coup, puis on veut écrire les choses comme il faut. Ça fait que donnez-nous le temps de régler ça. Mais tu sais, le 100 jours est passé, puis là, il y a 200 jours de passé, puis on ne veut pas attendre quand même là, encore quelques années. Parce que la situation se détériore, puis nos transformateurs, ils en profitent pour dépasser la norme d'utilisation. Puis on est perdant. Bon, chacune des fermes, la ferme moyenne, là, c'est au moins 5 000 $ par année là, pour une ferme moyenne. Bon, tu sais, là,
c'est la ferme moyenne du Québec. La ferme moyenne, je vous donne une idée, c'est qu'on... C'est à peu près 55 à 60 vaches. Au Québec, c'est ça qui est notre ferme moyenne. C'est des pertes là, qui sont là année après année. Ça fait plusieurs années qu'on les subit. Puis la situation s'amplifie actuellement. On dit au gouvernement, bien, faites appliquer votre norme sur les fromages, puis faites-nous voir comme il faut si c'est un ingrédient laitier, il peut passer à la douane, mais si c'est un lait diafiltré, il ne peut pas passer. Puis si c'est un lait diafiltré, bien, le transformateur ne peut pas l'utiliser outre la norme que le gouvernement a fixée en 2008. Pour vous donner une idée, là, le cheddar, le fromage de masse là, qui est le plus fait au Canada, là, le plus consommé, lui, il doit être fait à partir de 83 % de lait entier. Le restant peut être du concentré protéique. Fait que ce 17 %-là, nous autres, on l'a accepté, on n'a pas le choix. On l'a accepté comme producteur parce que le gouvernement a mis cette norme-là. Les transformateurs, ils s'en prévalent du 17 % là, d'ajout de protéines à moins cher. Bon, on a le système de gestion de l'offre au Canada. C'est sûr que, bon, du côté américain, ils ne l'ont pas. Ils sont pris avec des surplus. Ils nous les envoient à prix de dumping. Puis, quand nos surplus, bien, c'est normal que ça soit toujours moins cher. Puis, du côté américain, ils sont subventionnés. Puis, nous, on n'en veut pas de subvention. On veut tirer notre plein prix du marché. C'est ça qui est la gestion de l'offre. Gérer l'offre, vous savez ce que c'est. C'est on gère la quantité à produire selon la consommation et non pas le contraire. On ne peut pas demander aux consommateurs de consommer plus parce qu'on produit plus. On s'adapte à la consommation de notre consommateur. Puis, on s'organise pour ne pas faire plus. C'est ça qui est notre système de quotas. Le partenariat transpacifique soulève lui aussi des craintes auprès des producteurs, notamment en ce qui concerne la gestion de l'offre. Comme ils ne sont pas subventionnés, la gestion de l'offre leur assure un revenu équitable en fonction de la demande canadienne. Bien, tout est nébuleux parce que nous, on n'est pas tenus au courant de toutes les démarches, toutes les étapes de la ministre Freeland, qui est notre ministre des Échanges internationaux. Puis, dans ces accords-là, ben, tout ce qu'elle dit, c'est on est en train de consulter la population pour savoir si on ratifie ou pas. Puis là, ben, on va attendre les résultats des consultations. Donc, ils ont le beau jeu de dire c'est à la population de décider. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs groupes de travailleurs, il y a plusieurs groupes de la société civile, il y a plusieurs experts aussi qui disent, des économistes qui disent qu'on devrait s'opposer au PTP juste pour tout ce qui est justement la gestion de l'offre, les prix des médicaments, tout ce qui est au niveau de l'environnement aussi, des changements climatiques. Ça va pas dans le sens de ce qu'on veut, puis on n'a pas la protection, on se met, on prête le flanc aux poursuites des compagnies contre l'État, contre le Canada. Tout ce qui est emploi local, on ne pourra plus le défendre parce que c'est ouvert aux pays avec lesquels on va signer. Puis eux, ils pourraient avoir priorité sur qui ils veulent engager, faire venir des travailleurs de l'extérieur parce qu'ils veulent que ce soit ces gens-là qui travaillent dans les entreprises. Il y a beaucoup de dangers qui font en sorte qu'on ne serait pas avantagé de signer cet accord-là. Puis c'est pour ça que nous, on le dit haut et fort au NPD qu'on ne veut pas aller de l'avant avec ça parce que nos travailleurs sont en danger, notre santé, notre environnement. C'est pas... puis tout ce qui est la façon... La justice aussi. Pourquoi on irait se mettre dans le pétrin si on sait que ça va pas nous rapporter? C'est quoi nos avantages? Puis, justement, la gestion de l'offre, on en a entendu parler. Il me semble récemment, c'était le PTP. Oui, le PTP. Puis en plus, c'est ça. Le gouvernement nous a quand même protégés dans ces ententes commerciales. Là. Avec l'Europe, ils ont consenti des importations supplémentaires, puis avec le PTP aussi. Mais ils nous ont dit, on vous maintient la gestion de l'offre. Ils nous la maintiennent, ils ont consenti là, des importations supplémentaires, mais maintiennent quand même la gestion de l'offre. On sait qu'il y a un futur premier ministre, en tout cas un qui se présente pour représenter Maxime Bernier, entre autres, là, qui se présente pour être le chef du Parti conservateur au Canada.
qui dit, lui, s'il est élu, il met fin à la gestion de l'offre. Ça, c'est un autre dossier. C'est des combats qu'on va avoir, je pense, qui vont être éternels là, du côté de la production, des productions sous gestion de l'offre, parce qu'il n'y a pas que le lait, il y a toute la valeur. On dit les plumes, là, mais les œufs et les dindons et tout. Bien, la gestion de l'offre, c'est un espèce de processus où, justement, les producteurs ils ont certains quotas de production, une certaine quantité de production dont ils bénéficient. Puis ça va en fonction de la demande. Fait que c'est un peu l'offre et la demande. Puis ça fait que, ben eux, ils produisent pour la demande, puis ils savent exactement c'est quoi les retombées de ça, puis comme ça, ben ils font pas de surplus, ils vont pas de gaspillage de production, ils vont pas surproduire du lait, ils vont pas surproduire des œufs ou de la volaille. Puis en échange, ben on a un prix qui est quand même assez stable. Qui est stable parce que c'est en fonction de, justement, la demande. Puis ça fait que, ben eux, ils sont protégés parce qu'ils ont un revenu qui est stable, qui est prévisible aussi. Puis le prix pour les consommateurs est stable également. Puis ça fait en sorte qu'ils sont capables de prévoir à long terme leur production, leurs revenus, leurs dépenses. Puis c'est une certaine assurance pour eux de subsistance, si on veut. Puis de notre côté, bien, on a aussi une façon de prévoir le prix pour les consommateurs. Puis bon, bien, on sait dans quelles conditions c'est produit aussi. On a tout ça. Donc, c'est un système qui protège à la fois les consommateurs et les producteurs, ce qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. Puis, c'est important de le dire qu'ailleurs, dans plusieurs pays, il y a des subventions aux producteurs, des subventions gouvernementales, alors qu'ici, il n'y en a pas. Le système de gestion de l'offre, c'est pas un système où le gouvernement fédéral subventionne. C'est vraiment un système de quotas de production que le milieu de l'agriculture se donne pour pouvoir offrir des produits à des prix stables aux consommateurs. Mais c'est ça, c'est vraiment large. Tu sais, il y a beaucoup de détails, puis c'est insoupçonné, là, tous les risques qu'on encourt si on signe ce traité-là, si on le ratifie, là. La création d'emplois, comme je te dis, là, on ne pourra même plus favoriser nos travailleurs locaux. Ça va être déloyal, c'est de la compétition déloyale, fait que on va pouvoir se faire poursuivre si on essaie de faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis nos produits locaux non plus. Parce que, tu sais, si on se dit, on veut consommer local pour l'environnement, puis favoriser ces produits-là, ben on peut pas. Non plus. C'est ridicule, là. Bien, depuis 10 ans, là, les statistiques qu'on a, c'est qu'il y a 8000 fermes familiales à travers le Canada qui ont fermé leurs portes. Parce qu'il n'y a pas de protection, parce que c'est super difficile, parce que le transfert des fermes familiales aussi à la relève, ben c'est quelque chose de très, 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 très difficile au niveau financier. Puis j'ai mon collègue Guy Caron qui a déposé un projet de loi pour justement faire en sorte que les gens qui veulent transférer leur ferme à leur enfant ou à quelqu'un qui a un lien familial avec eux, ben qu'ils puissent le faire de façon avantageuse. Parce que présentement, quelqu'un qui veut vendre une ferme à son enfant, il va payer plus cher en impôts que s'il vendait à un étranger. Alors, le choix est un peu... Parce que les gens qui vendent leur ferme, ceux qui sont rendus à la retraite, bien, c'est un peu leur fonds de pension, les profits qu'ils vont faire sur cette vente-là. Mais la plupart voudraient la vendre, leur ferme, leur entreprise, à leur enfant ou à leur frère ou leur sœur. Sauf que c'est tellement... ils payent tellement plus d'impôts quand ils vendent à quelqu'un dans la famille que finalement, ils vendent soit à une entreprise, une
Juste multimilliardaire, mais c'est pas ça. C'est multinationale, merci. Une multinationale ou un étranger parce qu'ils font plus d'argent à la vendeur de cette façon-là. Donc là, il y a un projet de loi, ça s'appelle C-274, pour modifier la loi sur l'impôt pour faire en sorte que les gens qui veulent transférer leur ferme à un enfant ou à un frère aient les mêmes avantages que s'ils le vendaient à un étranger, moyennant certaines conditions, là, pour pas que ça soit justement de l'évitement fiscal non plus. Ça serait protégé à une vente de ferme de moins de 15 millions de dollars pour que ça reste relativement familial, justement. Puis pour que faudrait aussi que la personne qui l'achète puisse pas le revendre avant dans 5 ans. Comme ça, bien, on est sûr que ça reste vraiment une vente pour un transfert pour la relève ou pour que ça reste dans la famille, pour pas que la personne qui l'achète, bien, le revende pour faire de l'argent. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un projet de loi qui a reçu l'appui de plusieurs fédérations, la Fédération canadienne de l'agriculture, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, la Fédération canadienne aussi des épiciers puis des dépanneurs. Donc, il y a vraiment un large consensus derrière ce projet de loi-là qui vient mettre fin à des injustices. Puis quand on sait que dans le transfert d'entreprise, c'est 50 milliards de dollars qui devraient se transférer dans les 10 prochaines années parce que le 3/4 des gens qui sont propriétaires d'une ferme familiale vont prendre leur retraite dans 10 ans, d'ici 10 ans. C'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'entreprises qui pourraient rester locales, justement, qui pourraient rester canadiennes ou québécoises, puis qui continuent à faire rouler l'économie régionale dans chacune des provinces.